Donc, bienvenue à tous, bienvenue aux personnes qui se connectent. On va peut-être commencer par un mot d'introduction de Dinan Agglomération, donc de Kevin qui est avec moi ici à Dinan et qui nous soutient dans l'organisation de ce petit webinaire. Ouais, je te laisse dire deux mots du pourquoi, du comment cette idée de webinaire sur l'innovation est née. Ok, merci beaucoup Julien. Merci à toi et puis merci à Claudie pour l'organisation de ce webinaire et l'ensemble de l'équipe du Zoopôle. C'est le deuxième webinaire qui est organisé avec Dinan Agglomération. Le premier étant sur, on va dire, les bases à l'innovation et aujourd'hui spécifiquement sur le financement. Ces webinaires, en fait, à la base, on devait organiser ensemble pendant le premier semestre et le deuxième semestre 2020 des rencontres avec les acteurs de l'écosystème de l'innovation, les entreprises intéressées par cet écosystème, en physique sur notamment la pépinière d'Ecodia. Mais confinement oblige et puis mesures Covid oblige, on a essayé de retravailler un petit peu la chose pour proposer un format, on va dire, un peu plus souple, à distance, sous forme de webinaire, pour essayer d'animer cette communauté de l'innovation là sur le territoire de Dinan Agglomération. L'idée étant d'accompagner les porteurs de projets dans leurs projets de création ou de développement d'entreprise sur ce secteur-là. Pour votre information, une information que j'avais donnée aussi la semaine dernière lors du premier webinaire, spécifiquement sur l'innovation, Dinan Agglomération lancera le concours Étincelle, donc aussi en partenariat avec le Zoopôle, mais aussi d'autres partenaires. Donc le concours Étincelle, en fait, c'est la 3e édition du concours à l'innovation sur le territoire de Dinan Agglo. Cette année, on aura une thématique spécifique sur les transitions, qu'elles soient numériques, sociétales, environnementales. Et l'idée étant d'accompagner financièrement et en prestation d'accompagnement des porteurs de projets sur le territoire. Donc on a différentes catégories, 4 catégories: création et développement, reprise et transmission, moins de 25 ans, et puis cette année une nouveauté, un prix du public. Donc c'est aussi une des clés, alors certes, comment dire, peut-être anecdotique, mais une des clés de financement, ou du moins une des clés de communication sur les projets que vous pouvez porter sur le territoire. Voilà pour ce mot d'introduction. Merci Kevin. Du coup, c'est en effet le deuxième webinaire qu'on organise en partenariat avec Dinan Agglomération. Le premier, c'était il y a une dizaine de jours. Il est disponible en replay et il concernait les outils de soutien à la création d'entreprises innovantes. C'était mon collègue Bastien Joliveau qui est intervenu sur ce webinaire. Ce qu'on a souhaité vous faire avec ce second webinaire, c'est donner un aperçu des dispositifs qui existent pour des entreprises existantes, pas uniquement de jeunes entreprises, des entreprises de tous âges qui souhaitent innover et qui ont des coûts, des charges et des investissements liés à leur programme d'innovation. Et il existe schématiquement deux gammes de soutien différents pour aider des entreprises existantes à innover. La première, ce sont les aides publiques que je vais rapidement vous présenter, les aides directes aux entreprises, donc sous la forme de subventions ou d'avances remboursables, de prêts éventuellement aussi dans certains cas. Nous, c'est notre métier à la Technopole. Hein. Je nous représente très très rapidement. On est une structure portant une mission d'intérêt général de la région Bretagne. Il y a 7 technopoles comme ça en Bretagne. On intervient sur un territoire qui couvre à peu près les 2/3 des Côtes d'Armor. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises innovantes en création et en développement, entre autres sur les enjeux de financement. Également sur des enjeux de mise en relation, sur les enjeux de réflexion sur la stratégie des entreprises, sur des enjeux de mise en lien avec l'écosystème de l'innovation, l'écosystème de la recherche. Mais on vient souvent nous trouver et on l'assume et on le fait régulièrement pour les entreprises. On vient souvent nous trouver sur la question des financements et de la mobilisation d'aide à l'innovation. Donc on parlera sur la première partie d'aide à l'innovation, de leurs diverses formes, de la façon dont les financeurs interviennent. Et puis sur la seconde partie, on a convié un expert qui est également du territoire de la Technopole, donc Stéphane Leguet du cabinet 7G Conseil, qui est basé à Trégueux, qui nous parlera plutôt des dispositifs fiscaux. Des dispositifs de crédit d'impôt notamment, qui sont
un des soutiens massifs à l'innovation en France, notamment quand les entreprises rentrent dans des logiques d'innovation récurrentes et qu'elles mobilisent année après année des dispositifs des dispositifs fiscaux pour faire valoir les dépenses de R&D qu'elles engagent et minimiser l'impact de la fiscalité in fine pour l'entreprise grâce à ces dépenses. Donc on reviendra sur ces deux dispositifs, crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation avec vous, Stéphane. Je vous laisse peut-être dire juste quelques mots. Merci. Alors merci déjà Julien, et merci à Claudie et à Zoopol pour cette tribune offerte pour justement présenter ces dispositifs fiscaux, parce que justement en préambule avec Claudie, on disait qu'effectivement la fiscalité n'est pas qu'une contrainte mais aussi une opportunité. Et je vais tenter au cours de ces courtes interventions de vous montrer qu'il y a des dispositifs donc concernant l'innovation, le CIR, le C2I et un tout petit peu de débordement sur le statut JEU quand même parce que c'est incontournable néanmoins, sachant qu'on reviendra dessus sur ce point-là. Donc, et je ferai quelques cas, j'essaierai d'être le plus concret possible pour montrer que même pour des tailles d'entreprise modestes, qui d'ailleurs sont le reflet du territoire et du maillage du territoire, bien on a déjà des accès à certains montants, certains financements qui ne sont pas négligeables. Voilà. Donc merci à vous et à tout de suite. Ça marche. Et du coup, alors cette partie sera plutôt la seconde partie. On se retrouve dans 20 minutes, une demi-heure pour parler des dispositifs fiscaux. On va commencer par une présentation du monde des aides à l'innovation, des aides directes. L'objectif, c'est pas de vous faire un pensum sur les aides, les dispositifs, tous les détails afférents. L'objectif, c'est de vous donner des clés de compréhension pour que demain on puisse en rééchanger et que vous ayez une intuition relative au fait, à savoir si vos projets sont éligibles ou non à quel type d'aide et dans quelles conditions vous pourriez les solliciter. Du coup, on va aborder plusieurs sujets. On va aborder principalement les aides aux projets de R&D. On va se concentrer plutôt sur les aides qui peuvent être mobilisées par des entreprises de taille moyenne, donc typiquement des TPE, des PME et des ETI. On ne va pas s'appesantir sur des dispositifs tels que les projets européens. Qui sont plutôt destinés à des entreprises, à de grandes entreprises ou alors à de jeunes entreprises ayant de très grandes ambitions et un très haut niveau de R&D, mais c'est aussi quelque chose qu'on couvre avec les 7 technopoles de Bretagne. Et si vous pensez être éligible à des dispositifs de type appel à projet H2020 ou l'ancien instrument PME, on peut en parler également. Donc on parlera des aides aux projets plutôt de la région de Bretagne et de BPI France, qui sont les aides qu'on manipule habituellement. On fera quand même un micro-focus sur les aides spécifiques à la création d'entreprises innovantes. Et puis, on essaiera de tracer la frontière entre aide et dispositifs fiscaux. On ne va pas en parler en détail. Les dispositifs fiscaux sera partie de Stéphane, mais au moins, comment arbitrer entre une aide et la sollicitation d'un crédit d'impôt, d'un crédit d'impôt innovation ou d'un crédit d'impôt recherche. Les aides aux projets de R&D, les aides directes, ce sont des dispositifs qui sont gérés et financés principalement par 2 financeurs qui sont nos partenaires au quotidien à la Technopole, que sont la région Bretagne et BPI France. Alors, un point d'attention tout de suite, c'est que c'est des financeurs qui se parlent beaucoup et qui partagent sur les projets. Donc, il y a un fléchage, il y a des dispositifs d'aiguillage entre les projets soumis aux uns et aux autres, mais il ne faut pas se dire qu'on peut avoir un dialogue avec l'un et chanter une chanson différente avec l'autre, ça ne marche pas et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Ce sont des financeurs qui se parlent et ça donne plus d'intelligence dans le regard qu'on peut avoir sur les projets. Quelques grands principes avant de... Hop, il y a un petit décalage dans la présentation, quelques grands principes avant d'en revenir au dispositif eux-mêmes sur les aides à l'innovation. Donc déjà, qu'est-ce que ça soutient? Ça soutient une aide à l'innovation, ça soutient un projet d'innovation, un projet qui comporte des dépenses de R&D, de recherche et développement. Projet d'innovation, alors j'enfonce des portes ouvertes pour beaucoup, j'en ai conscience, mais pour ceux qui sont un peu loin, c'est toujours utile
à rappeler. Ça se définit par un objectif. Il y a forcément des livrables qui peuvent être des études de faisabilité, qui peuvent être des pilotes, qui peuvent être avant ça des maquettes, qui peuvent être des prototypes, qui peuvent être ensuite l'industrialisation, des pré-séries, par exemple, d'un projet. Il y a différents niveaux de maturité dans un projet d'innovation et vous verrez que les dispositifs n'interviennent pas tous au même stade. Il y a des dispositifs qui, par exemple, sont dédiés aux phases amont d'un projet d'innovation qu'on appelle les phases de faisabilité, quand on a vocation à lever des verrous, à savoir si en fait ça va être possible ou pas de poursuivre le développement et d'industrialiser, quand il y a encore des questions un peu existentielles qui se posent sur le projet. Et puis, il y a des dispositifs qui peuvent soutenir plus loin les projets dans leur industrialisation. Donc, c'est un projet avec des livrables, des travaux et donc des dépenses. Les dépenses éligibles à un projet d'innovation, très classiquement, et on va le retrouver dans la plupart des dispositifs, c'est un mix des dépenses internes, des dépenses de personnel, éventuellement aussi des consommables à affecter aux travaux de R&D ou des investissements non récupérables, donc des investissements pleinement et entièrement utilisés dans le projet et consommés par le projet. On peut avoir aussi des prestations externes, c'est un grand classique, donc des prestations de R&D, mais aussi pour certains financeurs, des prestations de type études de marché ou des prestations juridiques. L'objectif des financeurs, le plus souvent, c'est de donner toutes les clés aux porteurs de projets pour mener à bien leur projet. Donc, s'il y a des gros enjeux au point de vue de la connaissance du marché, les financeurs, bien entendu, sont ouverts très souvent au financement des études de marché qui permettent de valider le besoin client et puis d'avoir quelques clés sur la façon d'aborder les segments clients à viser. Même chose quand il y a des verrous juridiques, des prestations d'études de faisabilité juridiques sont souvent au menu des projets aussi. Les dépenses d'investissement sont régulièrement au menu des projets d'innovation aussi, quand une entreprise doit acheter des machines qui contribuent ou des logiciels qui contribuent à la mise au point du produit, du service qu'elle développe dans le cadre du projet d'innovation. Les investissements, ça va être pris en compte d'une manière un peu particulière tout de même, puisque seule la quote-part des assiettes d'amortissement de l'investissement correspondant à la durée du projet sont dans le budget du projet d'innovation. Un outil dans lequel vous investiriez, que vous amortiriez sur 3 ans, vous avez 6 mois d'utilisation de cet outil dans le projet, on prend 6 mois sur 3 ans, donc le prorata en fait, comme dépense dans le budget du projet simplement. Donc voilà, très rapidement esquisser une typologie. Souvent, il y a le recours à des prestations dans les projets d'innovation et donc j'insiste sur le fait que les prestations, même d'assez grande ampleur, faites avec des prototypistes, avec des bureaux d'études, etc., sont très très souvent au milieu des projets, et éventuellement aussi d'ailleurs des prestations avec les acteurs de la recherche. Une seconde dimension, à quoi j'ai le droit, des subventions, de l'avance ou des prêts. Alors, ça dépend beaucoup des dispositifs, ça dépend aussi, ça varie avec le temps. Il y a des tensions budgétaires de plus en plus marquées dans les finances des collectivités. L'année 2019 a été complexe pour plein de raisons pour les collectivités et ça aura sans doute aussi des effets. Ce qu'on peut dire, c'est que des petites entreprises
qui s'attaquerait pour la première fois à un projet d'innovation important et structurant pour elle. Il reste des dispositifs de subvention pour ce type d'entreprise, des petites ou moyennes entreprises d'ailleurs. Il reste aussi de la subvention quand on est une PME ou une entreprise de taille intermédiaire et qu'on rentre dans la logique des projets collaboratifs avec la recherche. La subvention dans ces domaines-là a un caractère aussi d'incitation à collaborer avec les acteurs de la recherche. Et globalement, il y a de la subvention quand on est en phase très amont d'un projet qui consommera de la ressource pour aller à terme, qui en consommera beaucoup, et que l'on est dans les phases exploratoires de ces projets-là, donc avec les fameuses études de faisabilité. Après, ce sont des subventions à des taux variables, et on y reviendra, mais sur cette gamme de projets, on peut avoir de la subvention. L'avance, c'est de plus en plus proposé aux entreprises qui montent de manière récurrente des projets d'innovation, donc qui ne sont pas leurs premiers projets, qui sollicitent régulièrement les collectivités, ou pour des très gros projets qui se comptent en plusieurs centaines de milliers d'euros, où assez naturellement, c'est de l'avance qui va être proposée. Donc l'avance, elle est aussi parfois qualifiée d'avance récupérable. C'est de la trésorerie qui arrive au début du projet, en tout cas en grande partie au début du projet, qui permet d'amorcer, qui permet d'avancer la trésorerie, et qui est due aux financeurs, souvent avec un différé important, qui peut être de l'ordre de 2 ans, à l'issue du projet. On a aussi parfois certains financeurs qui acceptent, en cas d'échec technique du projet, la transformation d'une partie de l'avance en subvention. Donc, toute l'avance n'est pas due. Ils acceptent de regarder sur la base d'un argumentaire pourquoi le projet a échoué et de transformer une partie de l'avance en subvention de cette manière-là. C'est notamment BPI France qui pratique les choses de cette façon-là avec son aide au développement de l'innovation, mais on y reviendra. Et puis le prêt, ça existe aussi. Le prêt, c'est dans certains cas la dernière ressource qui existe pour soutenir un projet d'innovation quand on n'est ni éligible à la subvention ni à l'avance. Par exemple, c'est un cas qu'on peut rencontrer pour des entreprises qui auraient à mener des études cliniques sur un projet et qui n'auraient pas sollicité dans les phases amont du projet de subvention ou d'avance, donc qui auraient tout défriché par elles-mêmes. Et pour juste une étude clinique, dont souvent le montant est d'ailleurs très important, c'est un prêt à l'innovation, donc un prêt à taux bonifié, qui est plutôt proposé par les financeurs. Des protections très fortes sur la sollicitation des aides à l'innovation, qui sont à bien considérer avant d'engager un projet. C'est celui des fonds propres et de l'antériorité de la demande d'aide. Les fonds propres, ça se comprend assez facilement. 99% des aides ont leur montant plafonné aux fonds propres. C'est une logique de partage des risques entre les financeurs publics et les collectivités. C'est une logique aussi de s'assurer que les entreprises qui mènent les projets de R&D ont une première solidité qui leur permettra de tenir la licence jusqu'à la commercialisation et jusqu'à les retours sur investissement liés au projet. Donc 1 euro d'aide, 1 euro de subvention en particulier, c'est 1 euro de fonds propres, et ça c'est une règle de droit à laquelle on ne coupe pas. Heureusement, il y a des moyens. D'une part, il y a les souplesses, puis après, il y a des moyens d'augmenter les fonds propres. Donc les souplesses, c'est parfois la prise en compte des comptes courants d'associés bloqués le temps du projet, ce qu'on appelle parfois quasi-fonds propres. Donc vous avez 5 000 euros de capital, mais vous avez 10 000 euros de compte courant d'associés que vous pouvez bloquer le temps du projet. Ça permet potentiellement de considérer que vous avez 15 000 euros de fonds propres et quasi-fonds propres, et du coup d'aller chercher une aide sur ces montants-là.
Et puis, c'est une ingénierie qu'on manipule beaucoup au sein des technopoles. Il y a les dispositifs qui servent à augmenter les fonds propres, notamment les dispositifs de prêt d'honneur, qui ont pour fonction de permettre de mettre les fonds propres au niveau nécessaire pour se faire les aides, mais au-delà de ça, pour consolider les fonds propres de l'entreprise, puis aller chercher du partenariat financier, avoir un trésor qui va bien, etc. Le point fonds propres est assez clair, je crois. On pourra en échanger si vous avez des interrogations concernant vos cas personnels ultérieurement. Et l'autre point crucial, c'est le principe d'incitivité de l'aide. C'est aussi un principe juridique à la base qui engage une conséquence. La conséquence, c'est qu'il faut demander les aides avant d'engager les dépenses. Si vous avez dépensé 200 000 euros d'aide l'année passée pour un super projet, 200 000 euros de dépenses de R&D pour un super projet et que vous venez chercher le financeur cette année, il ne pourra rien faire parce que vous n'avez pas marqué de demande. Donc les demandes, elles se marquent pour certains financeurs par lettre d'intention. C'est notamment le cas de la région Bretagne qui accepte sur les aides individuelles des lettres d'intention, des documents assez simples qui précisent les objectifs du projet, le budget du projet, le dispositif visé. Avec une lettre de départ, vous pouvez prendre date et dépenses que vous engagez ensuite, même si vous n'avez pas encore déposé le dossier complet, pourront être couvertes par l'aide. Et puis certains autres financeurs, notamment BPI, il faut là déposer le dossier complet pour marquer la demande d'aide et pouvoir in fine bénéficier de l'aide. Donc des points d'attention plutôt très forts qui gagnent à être rappelés et qu'on rappelle régulièrement aux entreprises parce que ça peut générer des déconvenus quand ça ne l'est pas. Donc des dispositifs pour chaque étape, ça j'en ai un petit peu parlé, des dispositifs pour explorer, alors soit faire ses premières pas dans l'innovation quand on est une entreprise qui n'avait pas jusqu'ici innové, avec par exemple des prestataires externes pour explorer des sujets, soit mener les études de faisabilité en vue de voir s'il est possible ensuite de poursuivre le projet et d'aller vers son industrialisation. Des dispositifs pour les projets individuels et puis des dispositifs pour les projets collaboratifs. Donc, plusieurs entreprises, incluant également des partenaires collaboratifs, des partenaires de recherche. C'est à peu près ça, toute la gamme des aides à l'innovation, soit des aides affichées qui existent quelque part dans le catalogue des aides des financeurs, soit des aides qui se présentent sous la forme d'appels à projets, donc qui ne sont pas ouvertes tout le temps, qui sont souvent ouvertes une fois par an ou à plusieurs reprises dans l'année. Et du coup, là, il faut dans la temporalité de l'appel à projet, bien évidemment, pour être éligible à l'aide. Alors, l'aide pour les premiers pas. Je pense que c'est utile de s'y appesantir un peu parce qu'on a des interlocuteurs nouveaux, je pense, en matière d'innovation autour de la table ou de la visio. L'aide pour les premiers pas d'une entreprise existante, donc d'une entreprise de moins d'un salarié, d'une TPE, en Bretagne, ça s'appelle l'InnoConseil. C'est une aide proposée par la région Bretagne pour financer des prestations externes dans le cadre d'un projet de R&D. Donc des prestations externes qui peuvent être des prestations techniques, mais qui peuvent aussi être des prestations, comme on le disait tout à l'heure, d'études de marché, des prestations non techniques ayant vocation à défricher un sujet. L'aide InnoConseil, la première fois que l'on en bénéficie, c'est une aide qui peut atteindre 80% du montant de ces prestations externes. Donc c'est quand même très significatif. Ce sera rarement vu ensuite dans la vie de l'entreprise. Hein. C'est bien pour ça que c'est vraiment la première fois qu'on met le pied à l'étrier sur une aide à l'innovation que l'on peut bénéficier de cette aide. Donc une subvention plafonnée à 15 000 euros également, 80% plafonnée à 15 000 euros. Vous comprenez que si vous avez un devis à 17, 18, 20 000 euros, ou plusieurs devis, ça peut être un package de devis, vous allez chercher cette aide, on atteindra très rapidement le plafond de 15 000 euros. Il faudra avoir des fonds propres équivalents, donc de 15 000 euros également, pour avoir une aide qui atteint ce plafond, qui du coup devient forfaitaire. Ça peut être sur des montants bien moindres, mais ça ne sert pas à grand-chose et les financeurs ne regarderont pas forcément des aides sur micro-montants. Des aides de quelques milliers d'euros, ça coûte en fait plus cher à instruire que
que le montant d'aide attribué, donc c'est sans doute pas le bon gabarit. Il vaut mieux réfléchir aux autres besoins dans un projet pour s'approcher d'une somme un peu significative de 5 000, 10 000, 15 000 euros. La deuxième fois, qu'on ira chercher une aide InnoConseil, déjà il y a un délai qui court entre la première sollicitation et la deuxième. Et la deuxième fois, on n'aura plus droit qu'à un taux de soutien à 50%. Et du coup, là, c'est un taux qui ressemble quand même beaucoup au taux d'aide des autres dispositifs à l'innovation. Donc, l'aide InnoConseil potentiellement perdra un peu d'intérêt si on la sollicite la deuxième fois. L'aide InnoConseil, c'est aussi que le dossier est extrêmement simple. C'est un dossier qu'on monte très rapidement avec les entreprises sur la base d'un devis et d'un petit descriptif du projet de l'entreprise, mais c'est un dispositif qui a été conçu avec la volonté d'être extrêmement accessible pour les TPE, PME bretonnes, de moins d'un salarié. C'est un premier pas souvent efficace. Je passe à la diapositive suivante pour les projets, on va dire, un peu plus ambitieux, un peu plus structurants pour l'entreprise. L'entreprise qui aura elle-même des moyens, notamment des fonds propres au niveau. Ce sont les gammes d'outils pour les aides aux projets individuels. Donc là, BPI et la région interviennent également, enfin tous les deux, sur ce type de projet. On le disait, ils discutent ensemble. La région cofinance avec BPI le dispositif d'aide à la faisabilité qui est instruit par BPI, mais qui recourt aussi à du financement en région. En gros, l'esprit de ces dispositifs, il faut avoir un projet de R&D qui représente quand même un montant significatif, une quarantaine, une cinquantaine de kilos d'euros au minimum. Et vous allez chercher sur cette base-là, pour les plus petits projets ou pour les projets avec des forts enjeux de faisabilité, une subvention. Donc c'est quand on est sur un projet très intense technologiquement, qui vraiment fonctionnera en deux phases, avec une phase de faisabilité et puis après une phase où on ira vers l'industrialisation. C'est plutôt l'aide à la faisabilité de l'innovation qu'on ira chercher, une aide de BPI, qui représente 50% en subvention, avec une subvention plafonnée à 40 ou 50 euros. Donc c'est pour des projets qui atteignent une taille maximum de 200 000 euros, hein, en règle générale, cette aide à la faisabilité. Vous bénéficiez d'un soutien de 50% en subvention, 45 ou 50% en subvention sur ces dépenses de R&D. La condition, c'est en effet qu'on soit sur de la faisabilité. Donc, on travaille avant tout à lever des verrous, qu'il y ait une seconde phase ensuite où on poursuivra le développement du projet, où il y aura encore des dépenses de R&D plutôt pour aller sur le produit lui-même. Dans le cadre de l'aide à la faisabilité, on aura fait des études de faisabilité, des choses à l'échelle labo, des preuves de concept, mais on n'aura pas été très loin dans le développement du produit lui-même. Et du coup, dans l'esprit de BPI France, cette aide à la faisabilité, dans l'esprit des dispositifs de BPI France, elle se poursuit ensuite par une aide au développement de l'innovation, qui est, elle, une aide en avance remboursable avec un important différé, qui a vocation à couvrir les dépenses pour aller jusqu'au produit industrialisé, tout proche de pouvoir être mis sur le marché. Du produit, mais à chaque fois, on est bien sur des produits ou des services, ou des couples produits-services dans ce type de dispositif. La région, de son côté, a un dispositif plus unique, on va dire, c'est l'aide no R&D. Ça n'intervient pas en deux phases, ça intervient une fois. Ça peut aller jusqu'au prototype, jusqu'au pilote. Pour les PME et les petits projets, ça les soutient à 50% en subvention. Donc une subvention peut elle aussi plafonnée à 50 euros. Et puis après, dès lors qu'on passe sur des plus gros projets, on va glisser en avance remboursable sur ces projets-là. Donc le fléchage entre les deux
les deux guichets, région ou BPI. Déjà, ils peuvent le faire ensemble, et ensuite, c'est beaucoup nous, au gré de notre expérience sur les projets, qui allons mesurer les enjeux de faisabilité qu'on peut avoir dans le projet. Est-ce qu'il y a vraiment de gros verrous technologiques, par exemple, qui posent des questions de faisabilité, qui justifient d'aller chercher BPI en première approche pour une aide à la faisabilité, et puis ensuite BPI à nouveau pour une aide au développement, ou est-ce que c'est un projet finalement plus simple, plus court, où il est difficile d'identifier ces deux étapes, la faisabilité et développement, ce qui justifie d'aller chercher l'argent sur le dispositif InnoRD. Voilà en gros l'esprit de ces deux dispositifs. Pour les projets individuels très ambitieux, il existe aussi des dispositifs nationaux où on va avoir après les mêmes logiques et des assiettes de dépenses supérieures. Il y a par exemple actuellement le concours I-NOV, donc I-NOV de BPI et de l'ADEME, qui a à peu près l'esprit d'une aide à la faisabilité sur des montants bien supérieurs quand vous avez des projets en centaines de milliers d'euros. Et puis on parlait aussi des projets européens. La plupart sont des projets collaboratifs, mais il y a une gamme de dispositifs européens pour les projets individuels également qui permet d'aller chercher des aides sur des montants en centaines de milliers d'euros. Je passe à la diapositive suivante pour vous dire quelques mots des projets collaboratifs. Donc les projets collaboratifs, souvent, c'est l'étape encore ultérieure dans la maturité d'une entreprise. Elle a mené sans doute des projets d'innovation en interne au début, et puis elle est suffisamment structurée pour aujourd'hui mener des projets avec d'autres acteurs, donc d'autres entreprises, des PME, des ETI, pourquoi pas aussi des groupes, et puis des acteurs de la recherche. Elle a les fonds propres aussi qui vont bien pour aller chercher des partenaires de ce type-là. Alors je dis que souvent c'est une progression dans la vie de l'entreprise. On a aussi des entreprises qui vont commencer tout de suite par un projet collaboratif parce que elles ont accroché avec un acteur de la recherche. Il y a un transfert possible. Elles se sentent mûres pour mener un projet collaboratif. Et elles y vont plus tôt que prévu dans la vie de l'entreprise. C'est aussi possible, mais en général, c'est quand même une affaire d'entreprise un petit peu structurée. Deux gammes de projets collaboratifs. Les projets à deux partenaires, donc une PME et un laboratoire, c'est des projets plutôt dérogatoires. Hein. Le format habituel, on est à deux entreprises et un labo. Donc, quand on n'a pas de troisième entreprise ou quand on ne s'inscrit pas dans les feuilles de route des pôles de compétitivité qui labellisent les projets à partenaires, on peut aller chercher la région sur son dispositif InnoRD collaborative qui permet à une PME ou une ETI d'ailleurs de travailler avec un laboratoire académique et bénéficier pour ça d'une aide en subvention qui va jusqu'à 50% pour la PME, 30% pour une ETI par exemple. Le labo, pour sa part, le labo académique, il ne sera soutenu qu'à 80%. On n'a pas le financement à 100% qu'on a sur les dispositifs des projets de pôle de compétitivité. Donc pour vous représenter ce que ça donne, en gros, c'est une PME qui travaille avec un labo, ils se partagent les dépenses, il faut que ce soit équilibré, il ne faut pas qu'il y en ait un qui accapare 80% de l'assiette. Le laboratoire académique, il a des choses à faire valoir, des compétences qu'il a développées, ça fait partie de ses objectifs de recherche, il souhaite publier là-dessus, il a des gens, c'était une des thématiques travaillées par le laboratoire, il va être financé à 80% sur ses coûts additionnels, donc ça ne financera pas les postes des personnes en poste, justement des fonctionnaires du laboratoire, mais ça financera par exemple les dépenses liées à des contractuels embauchés pour le projet, les consommables spécifiquement liés au projet qui s'ajoutent aux charges du labo. Et du coup, la région finance 80% des coûts du labo. Donc ça profite aussi à l'entreprise. Hein. Le labo travaille pour le bénéfice de l'entreprise également. Et donc, cette prise en compte des charges du labo bénéficie in fine à l'entreprise. Et puis, ça finance 50% des coûts de la PME ou 3% des coûts de
l'ETI. On est sur des projets qui démarrent souvent, je n'ai plus tout à fait chiffré ça, on pourra vous le repréciser, mais qui démarrent à la centaine de milliers d'euros, donc à la fois coût de la PME et coût du labo rassemblé. Et puis après, ça peut aller plus loin, ça peut aller jusqu'à 500 000 euros de dépenses projet agrégées entre les deux partenaires. Donc un dispositif intéressant, mais quand même assez dérogatoire par rapport à la grande réalité des projets collaboratifs, qui sont les projets collaboratifs à 3 partenaires et plus, labellisés par les pôles de compétitivité. Donc les pôles de compétitivité, il y en a 7 en Bretagne, ils couvrent beaucoup de domaines applicatifs. C'est somme toute assez rare, les entreprises qui ne rentrent pas dans une case de pôle de compétitivité présent et actif dans le Grand Ouest. Les projets à 3 partenaires et plus, du coup, l'idée c'est qu'ils répondent, qui sont labellisés par les pôles de compétitivité, qui sont cela étant une garantie du sérieux scientifique des projets. Et ensuite, les financeurs vont positionner le financement une fois le label attribué. Selon les appels à projets et selon les dispositifs de financement des pôles de compétitivité, on a donc les PME sont régulièrement au menu, les labos académiques le sont toujours, les centres techniques aussi, comme par exemple le pôle Cristal à Dinan, peuvent être soutenus par ce biais-là également. Et puis, dans certains cas, on a également des grands groupes qui peuvent bénéficier de soutien. Alors, ce sera jamais les mêmes groupes que les PME ou les ETI, mais certains appels à projets de pôle de compétitivité laissent la possibilité aux grands groupes de bénéficier d'une petite aide également. Donc, on peut rassembler quand même pas mal de partenaires différents. On peut fonctionner aussi en interrégional avec des acteurs normands ou lyriens de Bretagne, de Pays-Bas, sur ce type de projet-là. Le moment, enfin les tailles minimales de projet à partir desquelles il devient possible d'envisager des projets collaboratifs de pôle, c'est en règle générale 200 000 euros. Alors certains pôles de compétitivité auront une souplesse peut-être jusqu'à 150 000 euros. C'est pas fait pour des tout petits projets. Vous comprenez bien que c'est fait pour des projets à plusieurs acteurs, donc des assiettes significatives. Et puis ensuite, c'est pas nos limites, mais il y a des appels à projets de compétitivité qui adressent les projets en millions d'euros. Donc, selon les gammes, ensuite, il est possible d'aller chercher ce type de soutien sur des projets très volumineux. Et, je parlais tout à l'heure des projets européens. Sur les projets de type Horizon 2020, qui était le dispositif de soutien aux projets collaboratifs d'innovation de l'Europe sur la période qui vient de s'écouler, on pouvait atteindre des projets en millions, voire en dizaines de millions d'euros, des projets internationaux aussi, avec des partenaires issus de plusieurs pays. Et si vous pensez pouvoir adresser ce type de projet, si vous êtes à la recherche d'acteurs partenaires en Europe pour monter des consortiums et chercher ce type d'appel à projet, vous pouvez à la fois passer par les pôles de compétitivité qui chacun creuse le sujet de l'Europe et ont dans leur discipline des contacts à l'échelle de l'Europe. Et puis au niveau des 7 technopoles, on a également des contacts spécialisés en projets européens qui peuvent vous aiguiller sur ce type de dispositif. Pour les projets collaboratifs, on a soit du soutien en subvention, soit en avance remboursable. Ça va beaucoup dépendre des appels à projets, des niveaux de maturité technologique, ce qu'on appelle les TRL, mais je crois que M. Leguet, vous y reviendrez tout à l'heure, d'appels à projets visés, etc. Donc, je ne vais pas tenter l'oracle à ce jour, mais en gros, si vous êtes une PME, que c'est la première fois que vous visez un projet collaboratif, vous avez quand même de bonnes chances d'avoir de la subvention. Et en particulier si les tailles de projet sont modestes. Si vous êtes un grand groupe ou une ETI, que vous avez une taille de projet très significative, ça glissera quand même assez souvent en avance remboursable. Mais à nouveau, ça dépend beaucoup de l'appréciation que les financeurs ont à la fois des projets et des prises qui les sollicitent, de l'historique qu'elles ont de sollicitation d'aide publique, etc.
Le temps file. Je vais passer, on va pas avoir le temps de faire d'exemples. Je vais passer sur les aides à la création. Bastien en a déjà parlé, mais vu les personnes inscrites aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait en remettre une toute petite couche. Je vous invite quand même à regarder le replay du webinaire avec mon collègue Bastien, qui date d'une dizaine de jours, qui était fait également en partenariat avec Dinan Agglomération. En gros, 3 grands dispositifs de soutien à la création. Émergis, l'outil de la région Bretagne utilisé par les technopoles pour y compris la pré-création. Donc, vous n'avez pas créé d'entreprise encore, mais pour défricher le sujet, on a un droit de tirage sur des prestations externes, avec beaucoup de guillemets, un droit de tirage, parce que ce n'est pas du financement à 100%, mais on contribue à financer des prestations externes pour dégrossir votre projet. Ça implique de passer devant le comité émergiste de la région de BPI, jusqu'à 10 000 € en règle générale sur les ambitieux projets, des liens avec la recherche, etc. On peut aller un peu au-delà. La bourse French Tech de BPI France, on en monte plusieurs chaque année. C'est un dispositif qui intervient dans la première année de l'entreprise pour les projets assez innovants, pas uniquement numériques ou digitaux d'ailleurs. La French Tech, c'est souvent assimilé à ça, mais pas que. Des projets d'innovation technologique, toutes filières, où il y a une dimension d'usage, sont aussi au menu. Subvention à 70%, ça fait partie des super aides, comme l'aide InnoConseil tout à l'heure, avec des taux assez exceptionnels. Subvention à 70%, plafonné à 30 000 €, et bien entendu fonds propres, là pour un programme de R&D avec des dépenses afférentes. Et puis un dispositif de renforcement des fonds propres, prêt phare de la région Bretagne, prêt d'honneur pour conforter les fonds propres d'une entreprise dans sa première année, une entreprise innovante, ce qui permet aussi de l'équilibre à l'entreprise, de renforcer ses fonds propres pour aller chercher du partenariat bancaire et des aides ensuite. C'était un focus très rapide. Je passe et je vous invite à vous reporter au webinaire avec Bastien d'une dizaine de jours. Pour finir, avant de céder la place à Stéphane Leguet, des bribes d'appréciation sur comment s'orienter entre aide, ce dont je viens de parler, et crédit d'impôt. Donc, comment choisir entre les deux? Il y a plusieurs questions à se poser et plusieurs paramètres à prendre en compte. Déjà, une entreprise fondamentalement peut bénéficier à la fois d'aide et de crédit d'impôt. La règle, ce sera quand vous déclarez votre crédit d'impôt, donc les dépenses pour crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation, il faudra retirer le montant des aides perçues. Sinon, c'est la porte ouverte à quelques embêtements. Donc, vous les retirez de l'assiette des dépenses soumises au crédit d'impôt. Ça, c'est l'articulation de base. Et ça conduit parfois les entreprises à flécher des projets vers les aides et des projets vers les crédits d'impôt, ce qui est la garantie de ne pas se marcher sur les pieds et de bien flécher les dépenses vers des dispositifs différents en cas de contrôle. Donc ça, c'est une première approche. La deuxième approche, c'est les crédits d'impôt, par le passé, ont fait beaucoup l'objet de contrôle et le cas échéant de redressement ou de problématique de l'administration fiscale pour les entreprises. Obtenir une aide, c'est la garantie que les choses ne sont pas remises en cause ex post. L'aide, vous déposez le dossier, elle est instruite, elle est validée. Il n'y aura pas 2 ans plus tard de remise en cause du projet lui-même, de son caractère innovant, de est-ce que c'est bien de la R&D que vous avez mené, etc. Donc, quand on débute, ça peut être intéressant de fonctionner avec les aides, puisqu'elles présentent un niveau de sécurité juridique relativement supérieur. En matière de crédit d'impôt, si vous êtes accompagné par un bon consultant, vous limitez le risque également. Une autre dimension, c'est la dimension de visibilité des aides. La dimension de visibilité des aides, c'est que tout simplement les financeurs vous connaissent quand ils vous ont attribué des aides. Quand vous avez bénéficié d'un crédit d'impôt recherche, d'un crédit d'impôt innovation, c'est resté transparent pour la plupart des acteurs. Donc c'est intéressant d'être connu des financeurs pour avoir du soutien ultérieurement dans des projets, pour bénéficier éventuellement de la com que le financeur peut faire sur les projets qu'ils soutiennent, qu'ils labellisent, pour bénéficier, quand on est dans le monde des pôles de compétitivité, mais aussi quand on est au contact d'une technopole, des effets de mise en réseau liés au montage de dossiers d'aide, parce qu'on vous trouve des prestataires, on trouve des contacts, on vous trouve éventuellement des premiers clients
ou des pistes de premiers clients en tout cas pour vos projets. Donc les aides, c'est rentrer dans une logique à la fois de communication potentiellement et puis relationnelle aussi pour l'entreprise. Je parlais tout à l'heure de la bourse French Tech. La bourse French Tech, elle est recherchée par les entreprises, elle aussi pour le label French Tech qui est associé et dont les entreprises aiment bien se prévaloir. Et puis la dernière logique peut-être, c'est que sur certaines avances remboursables, en fait, l'avance remboursable ne va pas venir, vu qu'elle est remboursable, en soustraction des dépenses du crédit d'impôt. Donc, vous pouvez cumuler les aides là-dessus, l'avance remboursable étant considérée comme neutre, étant un simple outil de trésorerie, on va dire. Elle ne parasite pas ou elle ne pénalise pas le calcul derrière du montant de crédit d'impôt. Ça, c'est quand on est sur des avances qui sont totalement remboursables, où il n'y a pas la modalité transformation d'une partie de l'avance en cas en subvention en cas d'échec du projet. Donc, voilà quelques appréciations sur aide ou crédit d'impôt. Ce qu'on constate la plupart du temps, c'est que au démarrage, les entreprises vont solliciter des aides, et puis quand elles vont rentrer dans un fonctionnement routinier, quand sur une base technologique, elles vont devoir faire de l'amélioration continue pour adresser toujours aussi bien les clients, adresser de nouveaux marchés, décliner leurs produits sur des marchés, etc. Assez facilement, elles vont glisser vers le crédit d'impôt. Donc, c'est aussi des choses qui sont liées à la vie de l'entreprise et à la maturité qu'elle a dans son management de l'innovation. Je vais céder tout de suite la parole à Stéphane Leguet, qui va du coup nous parler plutôt, lui, des dispositifs fiscaux, donc crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, et puis le statut de jeune entreprise innovante, qu'on a à peine commencé à défricher. La parole est à vous. Bien, merci Julien. Donc, on bascule maintenant du côté de la fiscalité. Alors, vous allez voir que la fiscalité, c'est pas seulement une contrainte, comme je le disais, mais c'est aussi un champ d'opportunités possible. Alors, je dirais, commencer par le titre suivant, c'est comment bénéficier de la fiscalité liée à l'innovation. Et pour être dans la continuité de ce que disait Julien, en toute sécurité. Comment en bénéficier, mais en toute sécurité. Parce que c'est pas si sécurisant que ça quand on le compare aux aides. Mais il y a moyen de le sécuriser et on va le voir ensemble. Alors, tout simplement, rapidement le plan. Donc, la société CG, dont je fais partie, dont je suis le fondateur. Un petit focus rapide sur le secteur d'innovation. La démarche générale d'accès pour le crédit d'impôt, recherche et innovation. Un petit peu de notion concernant la maturité d'un projet innovant. Et puis derrière, comment on arrive justement à sécuriser une demande de financement CIR, C2I, donc les piliers d'une demande sécurisée. Ce mot-clé est encore à inclure dedans. Un petit focus également sur le statut GEI parce qu'il est extrêmement corrélé aux travaux de recherche et développement dans l'entreprise. Et puis quelques points de vigilance liés aux textes en vigueur les plus récents. Alors on y va, c'est parti. Donc la société CG, je passe rapidement. Nous, notre cœur de métier, c'est le financement d'innovation et des investissements, sachant qu'un investissement peut être tout à fait innovant et fait partie d'ailleurs de l'assiette du crédit d'impôt, par ailleurs formation et conseil des dirigeants qui vont de pair. Je passe. Évidemment, pour gérer ce genre de process, qu'est la demande de crédit d'impôt, on est dans des logiques de croissance le plus logiquement possible, de décroissance le moins logiquement possible. Alors cette année, effectivement, on peut être confronté à ce genre de choses, mais ponctuellement, et j'espère pour tout le monde que ce soit uniquement ponctuel, mais on est dans des logiques de croissance et donc de stratégies de création de produits ou de services qui font que à chaque fois, chaque année, on a de nouveaux sujets, de nouveaux projets à financer. Voilà, donc je passe rapidement. Un passé donc de contrôle financier, de directeur financier, de fiscalité. Bref, c'est ce qui fonde mes bases de recherche et de compétences sur les sujets que je parcours avec vous. Pour la suite, quelques bases concernant les secteurs d'activité dans lesquels on évolue notamment, donc dans la transition énergétique, et on va sur des questions aussi de thermique des bâtiments, les systèmes industriels, mécaniques, électromécaniques aussi, un peu de temps à autre, les sciences humaines et sociales, et évidemment l'environnement. Voilà, ce sont les sujets sur lesquels on est déjà intervenu et notre réseau, donc Julien l'a assez
l'a assez décrit précisément. Juste Bretagne Commerce International en plus, parce qu'effectivement, dans notre scope, nous avons des logiques de développement international. Évidemment, je gravite énormément autour d'entreprises, donc en appui et en soutien avec les experts comptables, forcément, quelques avocats, quelques juristes et les administrations, c'est sûr. Alors, notre cœur de métier, donc là, on va voir ça aujourd'hui, l'aide au financement, le financement d'innovation, c'est là où on nous attend le plus, notamment sur des crédits d'impôt, recherche et innovation, et sur la mise en place des statuts fiscaux JEI. Donc, un peu de rappel sur le secteur de l'innovation. En quelques chiffres, tout simplement, le CIR, malgré le fait qu'il soit décrié, on le voit bien chaque année, remise en question, eh bien, il est là, il est toujours vivant, ce CIR, plus que jamais, et 51% des sociétés de plus de 10 salariés ont innové. Voilà, c'est d'après une enquête pas toute récente, mais c'est toujours en cours. On a peu de récence, hein, malheureusement, sur des retours au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Les secteurs marchands sont ceux-là qui, notamment, et les services qui innovent beaucoup. Alors, les entreprises de moins de 10 salariés, oui, il y en a beaucoup qui innovent et beaucoup qui s'ignorent et beaucoup qui ignorent les dispositifs, notamment d'aide, c'est pour le pourquoi du comment de ce webinaire, et aussi du crédit d'impôt. Alors, pourquoi? Parce que les entreprises de 10 salariés, de moins de 10 salariés ou de moins de 20 salariés, on aurait pu être finalement taillé à cette cible-là. Donc, on a des potentiels de croissance vraiment importants, des marchés de niche parfois, des structures extrêmement agiles du fait de la taille, peu de capital, et c'est là qu'effectivement tout l'explicatif concernant les fonds propres décrit par Julien tout à l'heure prend tout son sens, évidemment. Et il faut savoir que le marché du CIR, si je puis dire, et du C2I, c'est 6 milliards d'euros de crédits accordés en 2018, ce qui n'est vraiment pas rien. Alors la grande majorité va au CIR. On va le voir, les assiettes ne sont pas du tout les mêmes, mais quand même. Alors, la démarche générale d'accès au financement du CIR et du C2I, en schématique, je vais vous le commenter pour pas trop vous voyez. Tout ça, souvent, part d'une idée, d'un état du marché, d'une opportunité. On a envie de s'y insérer et parfois donc d'innover pour pouvoir se différencier. Bon, je n'écris pas les préceptes du marketing. Voilà, donc on va créer un nouveau produit, voire un nouveau procédé ou un nouveau service. De quoi dispose-t-on pour le faire? On a des ressources, des contraintes financières, des contraintes organisationnelles, des contraintes temporelles aussi. Alors, pour savoir si on est capable d'aboutir à une éligibilité au CIR, est-ce que cette activité, première question, est-ce qu'on rencontre des difficultés scientifiques ou techniques pour mener à bien ce projet? Si c'est oui, alors on peut commencer à se poser beaucoup de questions et à mener une étude constituant donc l'étude de l'état de l'art. Donc, est-ce que les connaissances aujourd'hui me permettent de développer mon idée, ou alors est-ce que j'ai déjà des obstacles, des verrous qui ne me le permettent pas? Si effectivement je ne peux pas résoudre en fonction des connaissances de l'environnement global, en interne comme en externe, je ne peux pas le résoudre, il va bien falloir que je mène des travaux de recherche. Et c'est là qu'effectivement on va pouvoir formuler ces questions, ces problématiques, dresser un état de l'art, des verrous scientifiques, et c'est là qu'on tombe justement dans le périmètre ciblé des activités de recherche et développement, donc que vous connaissez sous les appellations de recherche fondamentale, recherche appliquée et développement expérimental. Voilà. Et effectivement, si on n'est pas dans cette lignée-là, on va donc échapper au CIR, mais pas forcément à l'innovation, et c'est là qu'on va revoir. C'est pas parce qu'on n'est pas innovant au titre de la recherche et développement, donc éligible au CIR, qu'on n'est pas éligible au C2I. Et on va voir justement comment tout ça s'articule. Alors justement, donc, au niveau du CIR, il faut savoir que depuis 2013, l'émanation, le C2I, est une émanation du CIR. C'est-à-dire que on avait le sentiment que le CIR profitait beaucoup aux très grandes entreprises, aux PME de grande taille, qui avaient les moyens, les dispositifs et les ressources en interne pour mettre en marche ce genre de crédit d'impôt. Ici, vous avez tout ce qui contient l'assiette de calcul du CIR, et c'est 30% de cette assiette-là qui peut justement être transformée en crédit d'impôt. Alors, ce crédit d'impôt peut être complètement, alors une fois qu'il est sécurisé, il peut complètement constituer du cash, de l'argent directement. D'accord?
comme une subvention, même si ça n'en a pas le caractère, ça en a la même résultante d'un point de vue trésorerie. OK, donc vous voyez le plafond jusqu'à 100 millions d'euros et 5% au-delà en fonction de la taille d'entreprise. Je ne rentre pas dans la grille. Et du côté du C2I, on s'adresse maintenant, la création de ce C2I depuis 2013 a été adressée pour justement le maillage économique qui est composé de 90% essentiellement de micro-entreprises TPE et PME, donc de pouvoir aussi bénéficier de certains crédits d'impôt concernant leurs innovations. Et vous voyez qu'on peut mettre dans l'assiette les amortissements des investissements, les dépenses de personnel, qui sont d'ailleurs la grande majorité des dépenses dans une entreprise, d'accord, les frais de fonctionnement qui sont aussi dépendants du personnel. Si vous avez des frais de défense des brevets, le certificat d'obtention végétale, d'essence et modèles, quelques sous-traitances possibles et éligibles. On va y revenir comment on peut associer la sous-traitance externe à l'assiette. Et Julien en a parlé évidemment, faire très attention, CIR comme C2I, on doit faire attention aux subventions et avances remboursables éventuellement que l'on a déjà touchées et les prestations de conseil qui ont permis justement d'obtenir cet dispositif. On doit les défalquer, les soustraire à l'assiette. Donc tout ça, c'est de la grande tambouille comptable, mais ça fait partie du jeu. Alors là, vous avez un peu trop de détails, je vais passer rapidement. Là, c'est une simulation de financement de CIR et deuxième, une simulation de C2I. Je vais directement sur la synthèse. Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir à périmètre constant, en termes de staff, de personnel, de R&D. Voilà. Donc, on a exactement les mêmes dépenses, d'accord, CIR ou C2I. Donc, évidemment, on n'est pas sur les mêmes schémas de recherche-développement, mais si on compare à ressources constantes, on va s'apercevoir qu'en sous-traitance, on peut déclarer tout ce qui va être confié au laboratoire, notamment. La recherche sous-traitée au privé, là, effectivement, pour C2I, on peut, mais pour le laboratoire, C2I, c'est pas possible. Les frais externes éventuels, donc les frais de défense des brevets, les dépenses de normalisation pour répondre à des normes, pour s'adapter justement aux changements, aux évolutions du marché au niveau des normes, de la veille technologique, tout ça est éligible au CIR. Vous voyez que C2I, c'est plus light. Voilà. Les dépenses d'investissement, donc éventuellement les amortissements ici sont assez gros, pour ne pas le dire. Amortissement utilisé pour la R&D, 17 500, les deux sont identiques. Ensuite, évidemment, si vous avez touché des subventions et avances remboursables et vous avez aussi dépensé en honoraires de prestation de conseil pour arriver à ce résultat-là, vous devez les soustraire. Et vous voyez que l'assiette pour le CR, c'est 30% d'assiette, donc vous allez pouvoir déduire de votre impôt 22 590 dans cet exemple-là, d'accord? Et moitié moins, si je puis dire, finalement, pour ces deux-ci. Mais ça reste, parce que c'est 20% de l'assiette avec une assiette moindre, puisqu'il y a moins de dépenses éligibles que pour le CIR. Mais ça reste néanmoins tout à fait honorable, 11 000 euros, puisque quand vous êtes dans une démarche pérenne d'innovation, c'est notamment un montant de cash que vous pouvez voir revenir chaque année pour venir un petit peu atténuer et apporter un peu de carburant dans votre budget de recherche et développement. Je poursuis donc. Maintenant, je parlais de sécurisation, Julien en parlait aussi, de sécurisation des crédits d'impôt, parce que la fiscalité, ça peut parfois alerter, faire peur, et les contrôles, il y en a eu en pagaille. Donc, pour éviter de tomber sous le joug de l'administration fiscale, le grand conseil que je peux donner, si c'était le seul, ce serait celui-là, c'est de passer d'abord par une demande de rescrit fiscal. Donc, c'est d'élaborer une demande auprès des guichets possibles que sont la Direction générale des finances publiques, BPI France, qui est un autre guichet possible, un autre guichet d'entrée, la Direction régionale de la recherche et des technologies et l'Agence nationale de la recherche sont les 4 possibles points d'entrée. Et ces guichets-là vont mandater un expert scientifique, ils vont examiner le rapport écrit, je vais y revenir derrière parce qu'effectivement c'est tout un travail. Donc le point numéro 2, l'expert scientifique, dans le domaine concerné, va expertiser votre demande. Et il a 3 mois justement pour le déposer, c'est des délais limites. Au-delà des 3 mois d'ailleurs, sans réponse, mais ce qui est rare,
le rapport est réputé être accepté en l'absence de réponse, mais pour ma part, je n'ai pas remarqué ce cas-là, encore une fois. Voilà. La réponse favorable, donc, quand c'est oui, eh bien c'est un petit peu, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que votre programme de recherche-développement est validé. L'administration fiscale ne peut plus s'y opposer et le contrôle fiscal, le niveau de risque de contrôle fiscal est réduit quasiment à la portion congrue. Voilà. Donc, de par mon expérience, si modeste soit-elle, d'une dizaine d'années à ce niveau-là, je n'ai pas vu, lorsqu'il y a un rescrit, de contrôle fiscal derrière. En revanche, lorsqu'il n'y en a pas, je peux vous dire le contraire. Donc si c'est non, si la réponse est non, on peut redemander un deuxième examen, et donc on revoit notre copie en fonction des remarques formulées par le rapport d'expertise. Je poursuis maintenant. Évidemment, je conseille le rescrit, mais si vous n'avez pas fait de rescrit, on n'a pas eu le temps, mais on a commencé à innover avant. C'est peut-être parfois dommage de ne pas pouvoir en profiter. Alors, pareil, nous partons de l'entreprise qui va déclarer son CR ou son C2I, ce qui est très dangereux. Elle n'a pas fait de rescrit fiscal avant. Elle n'a pas validé par expertise scientifique. Alors, ça passe par la DGFiP qui va mandater donc la direction spécialisée du contrôle fiscal directement. Donc, ça passe quand même par une case de contrôle fiscal automatique derrière. Mais c'est plutôt simple quand même comment ça se passe comme ça, qui va en fonction de l'adressage, donc soit CIR, soit C2I. Si c'est les CIR, c'est la DRT qui va justement mandater, qui va coordonner l'expertise, et sinon c'est la directe quand c'est du C2I. Et il y a 2 à 4 mois de battement, de délai d'instruction, pour savoir si effectivement vos déclarations antérieures sont quand même validées rétroactivement. Voilà. Donc ça, on peut faire, ça peut se faire. Faut pas non plus être alarmé par le fait « Ah zut, j'ai pas fait de rescrit, je suis fichu ». Non, la partie n'est pas finie, vous pouvez quand même récupérer, revenir dessus, sachant qu'il y a un moyen de revenir en rétroactivité. Si vous pensez que les dépenses depuis 3 ans au moins, parce que c'est celles que l'on peut récupérer et redéclarer rétroactivement, si depuis 3 ans vous avez consenti et justement réalisé des dépenses d'innovation, vous pouvez justement les déclarer rétroactivement, ce qui peut être pas mal. J'ai déjà vu le cas plusieurs fois. La notion de maturité d'un projet innovant, alors il y a plusieurs échelles à ce niveau-là. Vous avez donc d'un point zéro l'idée de concept au départ jusqu'à sa commercialisation. Donc on est sur des temps de développement, de recherche entre tout ça, de 0 à 9. Il faut savoir que du stade de 0 à 3, qui est le stade de validation en fait de la recherche d'un point de vue technologique, eh bien, nous sommes sur du CIR. Et ensuite, nous basculons, la frontière est un peu ténue, mais nous basculons sur du C2I, on est plus sur le développement et du déploiement. Voilà. Alors attention, je précise que les phases de production ne font pas partie du C2I. Donc le C2I, on va aller de la phase 4, l'étape 4, jusqu'à l'étape 7. Ensuite, on est vraiment dans l'étape de production et là, on ne peut pas déclarer les dépenses qui sont faites dans les étapes 8 et 9. Qu'on soit clair avec ça. Les piliers d'une demande maintenant du CIR et du C2I. Donc, la constitution d'une demande, donc les objectifs donc, de ce rapport de demande avant expertise scientifique, c'est de bien positionner le projet. Donc, de faciliter cette lecture en orientant avec les clés de lecture, en étant le plus clair possible, le plus structurant, le plus structuré possible. Donc, c'est faciliter sa compréhension. On doit bien expliquer son domaine d'activité ou ses domaines d'activité et les contraintes liées à son projet d'innovation, les grands axes de développement technique et scientifique de l'entreprise. Bref, on doit être le plus concis possible et le plus sourcé possible. Dans la constitution de la demande CIR-C2I, on a donc une étape cruciale dans le rapport, c'est l'état de l'art d'un projet. C'est super important, c'est fondamental. Alors, on a plusieurs cas possibles. Il y a le projet avec rescrit, ce que je recommande vivement, et le projet sans rescrit, ou même le pire des cas, c'est le projet en contrôle fiscal. Donc, de toute manière, dans tous les cas, qu'on soit en rescrit ou sans rescrit ou en contrôle fiscal, vous avez un rapport à rendre. Voilà. Donc, il vaut mieux le rendre le plus tôt possible, donc en amont
de la demande, donc dans ce cadre-là, mais l'état de l'art sera à faire, l'état des connaissances, quels verrous sont à lever, quels obstacles scientifiques sont à lever. Tout ça permettra évidemment d'éclaircir l'expertise scientifique et d'arriver à l'obtention sécurisée du dispositif de crédit d'impôt, innovation ou recherche. Donc évidemment, à la clé, il y a beaucoup d'outils, de méthodes, d'outils de planification, de méthodes de gestion de projet, de méthodologie et aussi de prévisionnel financier. Évidemment, donc l'état de l'art scientifique du projet, donc ça se construit autour d'un verrou scientifique ou technique qui sera bien posé, sachant que le verrou doit être prouvé. Et oui, le verrou doit être prouvé. C'est bien un verrou, ça n'a jamais été résolu. Oui, cette question-là, si elle est vraiment bien élaborée, si vous avez bien vérifié votre coût, si je puis dire, eh bien, on est quand même bien parti. Le pilier de la demande est bon. Rappel sur l'état de l'art, ce n'est pas un état des compétences en interne, d'accord, ou du savoir-faire d'entreprise, c'est un état général des compétences dans l'environnement associé au domaine d'activité dans lequel vous êtes et associé au projet d'innovation visé. Un état de l'art, c'est donc dresser un état des connaissances au moment où vous en avez connaissance, donc à un instant T, donc c'est susceptible de bouger, mais au moins de toute façon, les choses sont datées au moment où vous envoyez votre rapport. Cet état de l'art doit montrer que vous avez cherché dans votre domaine et en dehors, donc ça doit montrer un effort de recherche et de compilation de données assez exhaustif pour pouvoir prouver que le verrou existe bien, voilà, et l'expert qui va donc estimer le caractère scientifique et technique de votre projet, d'accord, donc doit effectivement pouvoir avoir tout en main et vérifier ce que vous allez avancer. Toujours dans la méthodologie de l'état de l'art, qui est une étape cruciale, je le rappelle. Donc, associé à cette demande, vous avez une webographie, une bibliographie exhaustive. Donc, vous devez voir tous les brevets qui pourraient concerner de près ou de loin votre projet d'innovation, les documentations techniques, publications scientifiques et techniques à la clé. Les synthèses d'informations pertinentes. Donc, il faut extraire l'information essentielle. Donc, il faut mâcher le travail du lecteur, de l'expert scientifique, d'une certaine manière, et favoriser donc sa lecture et la confrontation de données, puisque effectivement, ça peut paraître parfois le plus objectif possible. On va essayer de l'être, hein, mais il peut y avoir aussi une subjectivité parce qu'on a très envie que le rapport soit accepté. Donc, il faut faire attention à ça et rédiger l'état de l'art, être précis, concis, pédagogue, ce qui n'est pas toujours facile. Petit point maintenant d'attention sur la jeune entreprise innovante, qui est fortement corrélée au point de TRL, donc de maturité de l'innovation des points 0 jusqu'à 3, voire 4. Donc la JEI, quand vous y pensez, eh bien, au début, la première année, vous avez donc, si vous êtes accepté en statut JEIste, un statut fiscal qui est encore aussi dans les mains d'un expert scientifique qui passe par la case administration fiscale, eh bien, vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu si vous êtes dans une société, dans une entreprise qui n'est pas sous forme de société, mais seulement micro-entreprise, entreprise individuelle, donc vous êtes un impôt sur le revenu, ou sur les sociétés quand vous êtes en société, comme son nom l'indique. Premier exercice, exonération totale de l'IS, voilà, ou de l'IR, tout simplement. Et puis deuxième année, 50% d'économie. Exonération de la cotisation économique territoriale sur demande, d'accord, CFE plus CVE, plus éventuellement une demande d'exonération de taxes foncières pendant 7 ans sur délibération des collectivités locales. Donc il y a quand même quelques courriers à faire en plus, quelques instructions à donner. Je passe, c'est quelque chose de possible. L'exonération d'impôt sur les bénéfices, elle est totalement cumulable avec le crédit d'impôt recherche. Donc il n'y a pas de cafouillage, de cannibalisation entre les deux sont possibles, on peut les cumuler. Et également sous condition, donc exonération des plus-values de cession de parts ou d'actions, donc ça c'est un peu plus touchy financièrement, on va passer pour l'instant. Et il faut savoir que la restitution immédiate de la créance ancillaire va de pair avec l'obtention du statut JEI. Quand vous obtenez le statut JEI,
il y a forcément de très grandes chances derrière, très fortes chances d'avoir le CIR et inversement. Vous pouvez avoir formulé votre demande de CIR d'abord, puis JOI ensuite. Et les deux sont frères et sœurs, quoi. C'est des frères jumeaux, si je puis dire. Toujours JOI, donc j'en termine avec la JOI pour l'instant. Donc il y a aussi d'autres exonérations qui sont, et pas des moindres, ce sont les exonérations de charges sociales patronales, d'assurance sociale, d'allocation familiale. Donc sur un taux de charge patronale moyen d'environ 40%, qui majore le brut, vous pouvez retomber à hauteur de 20%. C'est quand même 20% d'économie sur les salaires bruts. C'est quand même vraiment très intéressant. Et cela pendant 7 ans. Voilà. Alors, ça concerne des profils ingénieurs-chercheurs, techniciens, le gestionnaire du projet, ça peut être le responsable de l'entreprise, le dirigeant, le gérant d'entreprise, complètement. Effectivement aussi, donc, des juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, et les personnels chargés des tests pré-concurrentiels. D'accord? Condition sine qua non, c'est que tout ce personnel-là consacre au moins 50% de leur temps annuel à un projet, au projet de R&D. Voilà. C'est quand même une contrainte sur laquelle il faut être vigilant. Parce qu'en cas de contrôle, si vous rentrez pas dans ce coup-là, ça peut être un petit peu douloureux. Donc, il y a des points de vigilance à ce niveau-là. Mais aussi les mandataires sociaux, je l'ai un peu évoqué juste avant, les mandataires sociaux, donc les gérants de SARL, les dirigeants de SA, de SAS, nous sommes donc aussi dans l'assiette d'exonération au premier jour jusqu'au dernier jour, dès le premier jour jusqu'au dernier jour de la 7e année suivant l'obtention du statut et donc de la création. Quelques points de vigilance, j'en termine. Voilà, on a été long. Je l'ai été aussi. Focus numéro 1, les heures de recherche et développement. Eh bien, CIR repose énormément sur les temps passés. D'accord? Par contre, il faut être très vigilant que c'est pas parce que vous avez une personne entièrement dédiée à la R&D que vous allez pouvoir déclarer 100% de son temps en R&D. Attention aux temps qui n'en sont pas, tels les formations, les temps de déplacement, les temps administratifs. Donc, attention. Vous ne pouvez pas déclarer 100% du temps de travail d'une personne au titre du CIR. 90, c'est déjà être plus prudent. Voilà, premier conseil. Deuxième focus en conseil, toujours les temps passés. Le maître mot, la dépense de personnel est la plus importante dans l'assiette fiscale. Donc, c'est le temps de travail effectif et non pas le temps payé, le temps de travail payé qui doit être pris en compte. Donc, attention à cette nuance. Donc, pour un temps plein, 35 heures, 1820 heures payées, eh bien, on ne va pas déclarer 1820 heures, mais 1607. D'accord? Bon, il y a des congés, il y a 5 semaines de congés, il y a des temps aussi de jours fériés qui nous amènent en moyenne à 45,9 semaines travaillées par an. Donc, déjà, deuxième focus d'attention là-dessus. Numéro 3, la rétroactivité. Donc, les entreprises peuvent bénéficier du CIR et C2I de manière rétroactive sur les 3 années civiles. Ça marche par année civile, je le rappelle, s'il y a besoin, sur les 3 années civiles antérieures. Donc, il y a moyen. Focus numéro 4, toujours CIR, C2I. Vos sous-traitants doivent être agréés. Pour pouvoir les déclarer dans l'assiette, donc, vos bureaux d'études auxquels vous faites appel doivent être agréés, les agences de design agréées, centres d'éthique industrielle aussi. Alors, les centres, les CTI sont agréés de fait, donc il n'y a pas besoin de demander cet agrément. Mais si vous faites appel à un sous-traitant, il doit demander, s'il ne l'a pas, l'agrément correspondant à votre crédit d'impôt. Focus numéro 5, statut GEI, attention au seuil de 15%, 15% de quoi? C'est-à-dire que dans une année civile, les dépenses de recherche doivent représenter au moins 15% du total de vos dépenses, donc de vos charges fiscalement déductibles. Rassurez-vous, on y est vite, mais c'est un point de vigilance néanmoins. Focus numéro 6, donc les innovations de procédés ne sont pas éligibles. Donc les procédés ne le sont pas, seules les innovations de produits le sont. De services aussi, mais de services à condition que soit corrélé à ce service une technologie développée. Donc les développements de procédés, en grande partie pour améliorer la productivité ou la rentabilité, non éligibles au C2I. Donc attention.
à cette nuance. Numéro 7, une activité qui relève de la phase, une activité de recherche soi-disant ou d'innovation, que vous penseriez être d'innovation dans la phase de production, donc déploiement d'un prototype ou d'une installation pilote en phase de production, ça n'est pas éligible au C2I. Donc attention à ça. Focus numéro 8, donc toujours pareil, mais la prototype de validation de conception, donc là c'est bien, on est juste en amont, juste avant la production, à titre d'essai. Donc c'est de faire en sorte que plus tard, on puisse aménager la production. C'est éligible au C2I. J'en viens donc au focus numéro 9, d'études de marché, études d'ingénierie. C'est éligible au C2I. Travaux menés pour adapter les produits aux normes ou aux modes. Donc on est dans l'étude de marché et les études d'ingénierie. Voilà, donc ça c'est éligible aussi, en sous-traitance, par exemple. Voilà, j'en ai terminé. J'espère ne pas vous avoir trop noyé d'informations. C'est assez riche, mais c'est ainsi au niveau aussi des crédits d'impôt et des statuts fiscaux. Voilà. Merci Stéphane. C'était intéressant, complet et clair en tout cas, je pense. En tout cas, vous savez voilà, qu'on est à la fois disponible l'un et l'autre pour évoquer à nouveau ces sujets. Donc normalement la Technopole, vous savez comment nous contacter. Hein. Au pire, c'est par mail technopole@zoopole.asso.fr. Et puis Stéphane, je vous laisse redonner peut-être un contact ou un site internet pour vous retrouver. Stéphane, donc point Leguet, voilà, je le note à l'instant. Donc 7-g.fr. Et le site du même nom, donc vous pouvez taper donc 7-g.fr sur votre moteur de recherche et vous aurez accès au site et aux informations nécessaires. Ok. Le mot de la fin pour Kevin, à nouveau de Dinan Agglomération. Bien, Stéphane, Julien, merci beaucoup là pour cet exposé assez clair sur les différents dispositifs de financement pour vos projets en innovation. Alors, de la même façon, vous pouvez nous contacter à l'agglomération pour l'ensemble de vos projets, que ce soit d'implantation, d'accompagnement, soit moi directement. Je vais noter aussi mon adresse là dans le chat qui est k.nahelou, N-A-H-E-L-O-U, @dinan-du6 agglomération.fr. Et puis, en fonction de votre demande, je serai en capacité de vous renvoyer aussi vers mes collègues plutôt en charge de l'accueil dans les pépinières, par exemple, qui est Véronique Kahn, qui nous accueille ici à Ecodia, mais aussi dans une zone d'activité, par exemple, si vous avez des projets d'implantation sur le territoire. Et puis, bien sûr, de faire le relais aussi avec nos partenaires et les structures qui nous aident et nous accompagnent dans ces missions-là. Donc, le Zoopôle et puis le pôle Cristal aussi qui est ici sur Dinan. N'hésitez pas non plus à revenir vers nous pour qu'on puisse construire un catalogue aussi de webinaires ou bien de moments clés et d'échanges sur 2021. Donc, pour nous faire remonter un petit peu quelles sont vos préoccupations en tant que porteur de projet et comment on peut mieux vous accompagner dans les années à venir. Et puis, je vous invite aussi, pour rester au courant de l'actualité du développement économique sur l'agglomération de Dinan, à vous inscrire à la newsletter de Dinan Agglo. Ça se passe sur la page d'accueil du site institutionnel dinanagglomération.fr. C'est tout en bas à droite. Vous pouvez rentrer votre adresse mail et avoir la newsletter développement économique, où on fera un petit retour d'ailleurs sur ces 2 webinaires avec le Zoopôle. Et on vous remettra les liens de la captation vidéo du webinaire. Voilà. Merci beaucoup en tout cas l'équipe du Zoopôle. Merci Monsieur Leguet. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.